Si Madame Vespizer va nous présenter pendant quelques minutes le rapport, disons, de Sabine Vespizer, éditeur, à la question du livre de poche. Et ensuite, on aura un échange. M. Filion, M. Viennot seront appelés à réagir à cette présentation et avec vous, évidemment, et vos nombreuses questions très enthousiastes à la fin du bloc. Alors, bonjour et merci à ceux qui ont organisé cette journée de m'avoir donné l'occasion d'entendre ces interventions stimulantes et parfois étonnantes. Mais en tout cas, c'est une journée extrêmement riche et intéressante pour moi, qui suis d'un ancien monde, il faut bien le dire. Je suis d'abord parce que je viens de l'Europe aux anciens parapets, et ensuite parce que j'ai décidé en 2002 de créer une maison d'édition de littérature, en gros format, en favorisant l'objet, avec la conviction que la forme produit du sens et qu'un objet dit des choses, l'inscription dans la durée, la politique d'auteur, et avec le besoin résolu du Conseil des libraires pour faire exister des livres inconnus parus chez un éditeur alors inconnu. Donc, paradoxalement, maintenant que je vous ai dit ça, la question du poche, paradoxalement, a été très vite au cœur de mon activité, ou en tout cas de mes décisions. Vous imaginez bien que des livres parus en 2002, à raison de 10 titres par an, puisque mon souhait est vraiment d'avoir une production raisonnable et raisonnée. Donc à ce jour, il y en a 170, puisque la maison a 17 ans. Ça ne constitue pas un fonds. Je crois qu'il est bon de rappeler que, quand même aussi, le fonds, c'est souvent la prescription. Et que le fonds, alors pour des maisons prestigieuses qui ont des fonds formidables, les éditions de Minuit elles-mêmes disent qu'une part importante du fonds, c'est quand même En attendant Godot. Quand on voit la table ronde, Antigone est une part importante du fonds. Donc ce n'est évidemment pas mon cas en décidant de fonder une maison de création. Et donc je me suis très vite intéressée, d'abord parce que j'ai moi-même travaillé dans le poche avant de créer cette maison. J'ai eu le grand plaisir de travailler avec Pierre Fillon, mon ci-devant camarade de table ronde, avec lequel nous avons coédité la collection Babel. Moi, je travaillais à l'époque pour Actes Sud, et Pierre est déjà pour le MEAC. J'ai par ailleurs, pendant 1 an, dirigé la collection d'Ibrio. Donc voilà, la question du poche est une question qui m'importe. Et le marché poche est un marché extrêmement riche depuis longtemps en France. Enfin, un petit rappel historique, février 1953, Henri-Philippe Aki donne l'impulsion d'une collection qui doit pouvoir tenir dans la poche avec des livres qui coûtent très peu cher. Ça a donné le livre de poche. Ça a été un succès non démenti à ce jour. Le premier est toujours réimprimé, Königsmarck, de Pierre Benoît, et il a été suivi de nombreux autres avec des chiffres extraordinaires, c'est-à-dire qu'en dans les années 50, il vendait 8 millions d'exemplaires par an, pour arriver à 28 millions en 1969. Donc très vite, d'autres groupes ont emboîté le pas, il y a eu création d'autres collections, comme j'ai lu, les presses de la Cité ont lancé Pocket, Gallimard a lancé Folio, etc. Donc à ce jour, la vitalité des collections de poche ne s'est pas démentie, notamment dans un contexte de crise. Vous, libraires, vous le saviez bien, le panier moyen baisse. Et évidemment, les lecteurs attendent fréquemment que paraisse en poche un livre qui est paru en grand format, d'autant plus que la parution en poche est de plus en plus précipitée. On a toujours un délai légal de 9 mois, mais très souvent, le poche paraît le jour après les 9 mois en question. Donc, et par ailleurs, les collections existantes se livrent parfois des batailles féroces pour attirer vers elles les meilleures ventes en grand format. Donc, lorsque j'ai créé ma maison en 2002, les indications que j'ai données aux graphistes, en toute modestie, étaient l'inverse de celles données aux livres de poche. Moi, j'avais envie d'un livre qui dure, avec des matériaux qui ne soient pas jetables, avec un format qui rende une lecture confortable. J'aime bien montrer un vrai livre alors qu'on montre que des images digitales. Et avec ce choix de matériaux de qualité pour inscrire précisément l'œuvre des auteurs dans le temps, puisque l'objectif de cette maison, c'est de donner à des écrivains la possibilité de laisser se déployer une œuvre.
Évidemment, le coût induit par la fabrication plutôt onéreuse de ces livres suppose un positionnement haut de gamme. Et si je conserve toujours disponibles les livres de mon fonds en petite quantité, il est quand même très important pour faire exister les auteurs que les livres existent ailleurs. Donc j'ai très tôt pris le parti de céder à des maisons de poche dites industrielles. J'entends par là des maisons qui soient présentes dans tous les réseaux de distribution, pas seulement dans les librairies de premier niveau, dans lesquelles se fait 80% de mon chiffre d'affaires. Je parle sous le contrôle de mon diffuseur Adrien Servière. Et donc, dont la capacité de ces maisons à faire rayonner une œuvre est absolument, n'est plus à démontrer. Le livre de poche publie Duong Tuong, Diane Meur, Edna O'Brien, Folio accueille Michel Lèbre depuis les débuts de Michel dans la maison, accueille aussi Robert Zetaler, j'ai cédé des titres à 10-18 à Pocket, et parce que souvent aussi le choix de l'éditeur de poche est aussi un choix d'affinité, de complicité, j'ai cédé beaucoup de titres à Point, notamment Léonore de Récondo, dont vous voyez s'afficher les titres en point. Donc la motivation première quand on décide de choisir un éditeur de poche plus qu'un autre, c'est effectivement sa conviction et son envie de défendre un texte. Je cite Léonore de Récondo, Point a magnifiquement pris dès le début le pari d'accompagner cette jeune auteure qui n'existait pas, puisque j'ai publié son premier roman en 2012, et d'accompagner son œuvre qui s'est déployée. Amour s'est vendu dans l'édition ordinaire, celle de gauche, à 50 000 exemplaires, à telle enseigne que Point a décidé de créer une nouvelle, de faire une édition spéciale. Donc, la dimension évidemment intellectuelle et d'affinité est importante, mais je ne cacherai pas que la dimension économique est extrêmement importante aussi dans le choix d'une maison de poche, puisque pour une maison indépendante comme la mienne, à la fois les avaloirs que peuvent proposer des maisons de poche, parce que je l'ai dit, elles se font souvent concurrence, et à la fois les droits qui sont versés annuellement, jouent un rôle extrêmement important dans la trésorerie. J'ai cité Duong Tuong, Terre des oublis de Duong Tuong, dont j'ai vendu chez moi 65 000 exemplaires en grand format. C'est à ce jour au livre de poche vendu à 300 000 exemplaires. Donc il y a eu un vrai effet de démultiplication. Alors, j'ai affirmé avoir pris très tôt le parti de confier mes auteurs à des maisons industrielles. J'aurais pu décider de lancer ma propre collection de semi-poches, comme l'ont fait de nombreuses maisons. Je me suis dit que ce ne serait pas raisonnable avec 10 livres par an, une maison qui était quand même très jeune, on arrivait très vite à l'autophagie. Et j'ai décidé de céder mes droits, mais pour des périodes courtes. Ce sont toujours des contrats quand on cède à des maisons de poche, de 7 ou 10 ans. Donc la propriété littéraire reste évidemment à l'auteur et à la maison d'édition. Mais donc c'est seulement 13 ans après la parution des premiers titres de ma maison que je me suis résolue à tester une collection de semi-poches, SW Poche, parce que je me suis aperçue, mais je le savais un peu avant, que c'était très difficile de maintenir un fonds en librairie. Les librairies ne sont pas extensibles, ça on le sait. Et que j'étais au point où je devais réimprimer les premiers tirages d'un certain nombre de mes auteurs qui n'avaient pas été cédés en poche. Zahia Rahmani, dont Mose est affiché, est un bon exemple. Zahia Rahmani est un auteur dont j'ai publié 3 livres dans les années 2000, auquel je tiens beaucoup, dont j'attends un nouveau livre, et dont je ne veux surtout pas voir le fond s'épuiser. J'ai également récupéré pour cette petite collection-là les droits de Nuala O'Follen, auteure irlandaise fondamentale dans mon catalogue, et je l'ai réédité chez moi. Donc, pour tout cela, je me suis résolue à franchir le pas. Alors, les premiers résultats commerciaux ont été satisfaisants. Mais je continuais à céder les droits de titres qui dépassaient une certaine vente à des grandes maisons industrielles. Et je suis très vite tombée sur la dure loi du marché. C'est-à-dire la dure loi du marché, c'est qu'une collection de semi-poches pour exister a besoin de locomotives et de parutions beaucoup plus fréquentes. Donc, comme moi je vous l'ai dit, j'avais fait beaucoup de poches avant et que j'ai vraiment envie de me concentrer sur la création, sur l'accompagnement des écrivains.
et que je n'ai pas non plus envie de créer une collection pour ouvrir un tiroir et le remplir, c'est-à-dire d'ajouter ma voix au concert de la surproduction, j'ai décidé qu'il valait mieux se recentrer sur son savoir-faire, de mettre cette petite collection SW Poche en suspens et de continuer de confier à des grandes collections l'exploitation en poche industrielle des livres de mon catalogue. D'autant qu'il ne faut pas rêver, la crise économique a peut-être favorisé le développement des grandes collections, elle n'en est pas moins là, elle est accompagnée d'une crise de la lecture, d'une concurrence féroce d'autres supports de fiction. Je pense à Netflix qui est arrivé en France et dont on a vu l'influence sur l'effondrement des ventes en grand format et même en poche. Les tirages moyens baissent, je l'ai dit, il y a une extrême concentration du marché. J'ai cité les 300 000 exemplaires de Terre des Oublis, mais ce n'est pas du tout, c'est pas du tout l'habitude. Et de temps à autre, d'ailleurs, les ventes poches n'atteignent même pas les ventes grand format. Donc, je pense que, pour conclure, en tout cas de mon point de vue, cette brève histoire du poche dans ma maison, j'insisterai sur la nécessité d'une offre claire, une cohérence pour chaque maison. Grand format, semi-poche et poche. Chacun selon sa compétence, pour tous les maillons de la chaîne du livre, afin de remplir notre fonction, qui somme toute, est de trouver au texte que nous publions les lecteurs qui leur correspondent. Je vous remercie. Je vous remercie, très intéressant. Donc, pour lancer les échanges, je demanderai peut-être à M. Fillon, M. Viennot, des réactions à ce que vous venez d'entendre, comment ça croise votre propre expérience d'éditeur et de libraire. Oui, peut-être un peu une mise en bouche, oui. M. Fillon. Voilà. Eh bien, Sabine, tes chiffres m'épatent toujours, parce qu'ici, 300 000, là, ça n'existe pas. Là, Je parlais du marché français. Oui, voilà, il faut multiplier le nôtre par... Ça n'existe pas tout le temps, c'est la seule expérience. Oui, c'est marquant. Bien. Et bien, je retiens de ta présentation surtout la finale qui est que nous devons avoir une offre claire. Qu'est-ce que nous voulons offrir dans chaque collection de poche ou chaque maison qui présente soit uniquement des poches ou dans les maisons qui ont des collections de poches, quelle est leur politique. Celle de BQ, évidemment, est connue de vous libraires depuis 30 ans ici. Elle a un slogan bien ordinaire qui s'appelle « La littérature d'hier et d'aujourd'hui ». Donc, nous avons une mission en partie patrimoniale et en partie aussi donc de récupérer ou d'activer des titres qui sont de plus faible attention. Nous ne sommes pas dans une maison où nous recherchons à mettre en déploiement majeur des titres qui ont déjà bien été vendus. Ce n'est pas la politique au Québec. Il n'y a pas de collection de poches, je pense, qui pourrait survivre au Québec avec juste ça. Il n'y a pas le bassin de population pour ça. Alors, l'offre claire, oui, je trouve que c'est à redéfinir. Il n'y a pas beaucoup ici de semi-poche. On pourrait peut-être appeler Boréal Compact ici, semi-poche. Je ne sais pas si c'est à peu près la seule que je vois. Est-ce que vous en voyez d'autres? Chez Alto. Coda, oui, Coda peut-être. Coda d'Alto, oui. Mais les échos de Cartani sont plus poches, voilà. Et voilà, je vais vous laisser continuer. Ben oui, effectivement, l'offre premier du grand format est toujours intéressant. Mais souvent, dans certaines éditions, on peut calculer que c'est des prix qui sont un peu élevés. Alors souvent, le format poche va venir offrir vraiment une seconde vie. À quelque part, le format poche va permettre l'extension du livre lui-même, mais l'extension également de l'œuvre de l'auteur. Alors, un premier livre en grand format qui va sortir en poche et qui va voir apparaître d'autres titres en poche lorsque un auteur connu ou peu connu de certains auteurs va se retrouver à sortir en nouveauté. Parfois, les clients vont être intéressés à retourner visiter l'œuvre et c'est là que le format poche devient vraiment intéressant. Au-delà de la notion de prix, effectivement, des fois, c'est vraiment moins cher, mais il y a également la notion de vouloir revisiter l'œuvre et là, c'est beaucoup plus accessible. C'est sûr que dans l'idéal, on fait coïncider des reprises en poche, en BQ ou en autre, ou ailleurs, avec les nouveautés. Donc, on s'informe dans nos propres fonds, puisque le BQ est la propriété de l'EMEAC et de HMH.
donc dans nos propres fonds, mais aussi de la part d'éditeurs que nous accueillons depuis quelques années, donc Septentrion, Le Peuplade et autres. Donc nos antennes et notre milieu ici petit, là, eh bien, nos antennes sont grandes, pardonnez-moi. Mais donc nous pouvons facilement faire coïncider cette arrivée-là, ces deux arrivées-là. C'est une pratique que tu fais aussi. C'est une pratique. Moi, je suis toujours en étroite collaboration avec les éditeurs de poche de mes auteurs pour tenter de faire coïncider la parution d'un grand format, d'une nouveauté, avec le poche du précédent. Vous avez tout à fait raison, bien entendu. Et quand je disais que je me suis très tôt tournée vers le poche, c'est précisément pour cette raison de coût, de disponibilité, de rotation des fonds, etc. Mais je considère que ce n'est pas le même métier. Ouais. Est-ce qu'une grande majorité de vos titres se retrouvent en poche chez Sabine Vespizère Éditeur? Alors, une majorité, oui, mais pas l'ensemble des titres. J'en parlais à propos de Zahia Rahmani, parce que, évidemment, comme les maisons de poche se livrent une concurrence féroce et ont besoin de produire, j'ai souvent des offres sur épreuve, avant même que le livre ait une vie commerciale. Parce que, précisément, il y a besoin de produire. Enfin, là, on est dans une société industrielle. On peut le déplorer, ou en tout cas c'est un constat. Donc voilà, mais il n'empêche quand même que des livres qui ont un faible potentiel, qui sont des livres très, très, voilà, enfin dont je sais moi-même que ce sera difficile de les imposer, mais dont évidemment je considère que c'est mon métier d'éditeur et c'est ma fierté que de les faire figurer à mon catalogue. Là, en général, ils ne trouvent pas d'éditeur de poche parce que c'est quand même aussi une entreprise commerciale. Moi, je peux me permettre en grand format, tant que faire se peut, de prendre des risques que ne prendront pas des éditeurs de poche parce que moi, je fonctionne comme un éditeur indépendant, c'est-à-dire que je n'ai pas une obligation de résultat au titre, je pratique la péréquation et je vous prie de croire que la péréquation se pratique parfois d'une année sur l'autre. Quand l'année est mauvaise, on prie tous les saints de tous les panthéons en se disant j'espère que ça va remonter à un moment donné. Mais en effet, je suis vraiment, nous sommes en littérature générale dans un métier d'offre. Et ce métier d'offre fait que je ne me préoccupe pas du marché. Ça, c'est la définition même de l'édition commerciale. Avec des offres qui sont parfois, là, on le sait dans les statistiques, de 500-600 volumes, 500-600 nouveautés en poche par année. 500-600, vous les connaissez aussi, vous les recevez. C'est disproportionné par rapport à nous. Enfin. Bien, évidemment, le marché du poche dont Mme Vespizère parle, on ne le connaît pas, comme vous le dites ici. Donc, chez Leméac, par exemple, comment se détermine la stratégie liée aux poches, le passage à BQ, à Babel ou ailleurs? Ça prend combien de temps avant qu'on prenne une décision? On parle de tirage de quel ordre? Ben, dans les cas de textes qui ont été coédités avec Actes Sud, la politique est quand même de les offrir en poche, en Babel, avec Sabine au début, mais après, par la suite, bien sûr, pour Michel Tremblay ou pour, évidemment, Ouachti Mouawad, par exemple, avec ses quatuors et la pièce notamment Incendie, où la prescription a finalement emporté ce titre vers des achats annuels qui sont beaucoup plus considérables qu'ici. Alors, Babel continue en France à diffuser ses ouvrages, donc nous continuons cette collaboration, même si ici, ces ouvrages ne peuvent plus être disponibles à cause d'une raison de distribution et de diffusion. Nous les avons repris dans une autre collection qui s'appelle Nomade. Mais donc, il arrive que certains de vos auteurs aussi glissent vers le lectorat français en général ou l'hexagone français. Et vous devez être dans une structure française pour y arriver. Oui. BQ ne peut pas, je pense, distribuer 50 000 exemplaires par année d'un livre. Et à BQ, on en est à combien de titres, là, le catalogue? Après 30 ans, nous venons de fêter 30 ans. L'été dernier, vous savez, vous avez fait la promotion, tous et toutes libraires. Merci de BQ 30 ans. Nous en sommes à peu près à 300 titres. Donc, nous sommes raisonnables comme Sabine. Nous faisons environ 10 titres par année, 10-12 titres par année, 10 nouveautés par année, et qui sont puisés à la fois dans les archives de la littérature au sens large. Il y a des textes de Nouvelle-France, des textes du 19e, des textes du 20e, des textes du 21e aussi. Donc, nous avons cet éventail de chercher dans les trésors qui sont parfois un peu oubliés, dans les remarquables oubliés, dirait Bouchard. Voilà. Et en librairie, donc, quelle place pour le poche ici, pour parler de mise en valeur du fonds, donc, comment on travaille le poche, la question des présentoirs, la question des collections, quelle place ça prend dans votre...
Mais évidemment, lorsqu'on reçoit des livres poche, on essaie le plus possible, les nouveautés en format poche, on essaie de les mettre en évidence. Mais il y a tout le livre de fond également, tout ce qui vient en mise en place, tout ce qui est un peu ce que, comme M. Filon l'a dit, quelque part une forme de démocratisation de ces livres-là qui sont disparus et qu'on a la chance de relire par la suite. Donc, il faut avoir de l'espace, il faut pouvoir les mettre en évidence, mais en même temps, il faut pouvoir les placer. Donc, il suffit d'avoir de l'espace. Il faut avoir un espace dans la librairie également pour que les libraires puissent s'amuser. Parce que le livre de fond, le livre de poche en librairie, c'est souvent la part plaisante du libraire. C'est là où le libraire va vraiment s'amuser, va aller chercher le livre qu'il aime, le livre qu'il veut consulter, proposer. Les nouveautés arrivent, on n'a pas toujours le temps de les lire, mais dans le livre de fond, là, on a eu le temps de le lire et là, on peut s'amuser à aller proposer ce livre-là. Il faut avoir de l'espace pour ça. Il faut trouver le moyen, soit par des présentoirs, les tablettes. Varier également ce fond-là. Si certains titres ne fonctionnent pas, les remplacer par d'autres pour essayer d'avoir une certaine variété. La question des présentoirs est une question intéressante. Il me semble qu'il y a quand même un effet d'attraction. En tout cas, moi, cliente, je peux être le genre à partir avec 3 poches dans le présentoir quand je ne venais pas chercher ça du tout. Là. Il y a un effet d'entraînement. Oui, c'est sûr. C'est une question d'espace, c'est une question de possibilité également, mais lorsqu'on a un présentoir qui est accessible, là, on peut bien localiser la force du nombre, le fait que plusieurs titres soient regroupés dans le même présentoir, des fois, il y a un impact assez intéressant. On disait donc d'entrée de jeu qu'au Québec, on n'a pas donc ce marché de poche aussi étendu. Il n'y a pas tant d'opportunités d'aller vers le poche non plus, tant d'éditeurs qui ont leur collection de poches. Est-ce qu'on ne mise pas assez sur ce format-là? Est-ce qu'il faudrait trouver d'autres façons de valoriser soit le poche ou le semi-poche? C'est très drôle d'utiliser ce mot poche à répétition quand on est au Québec. Il y a toujours quelque chose. Avez-vous envie de faire des livres semi-poche? C'est ça ma question. Semi-poche, en format semi-poche, c'est plus respectable pour les livres. Le poche est défini par son format en principe. Là. Je pense qu'en centimètres, c'est 10-18, c'est une référence évidente. Mais au Québec, c'est 4 et quart, ou 4 par 7 ou 6, 7, 8, 7 et 1, 16, etc. Bon. Ça varie là-dedans. Et quand on change de format, on change de presse, on change de papier, on change de beaucoup de choses. Donc, je sais que pour l'avoir examiné attentivement, par exemple, la gamme de prix de Boréal Compact, parce qu'elle est dans un autre format, ou les autres compagnies qui ont un format plus large, n'arrivent pas tout à fait au prix de vente là, aussi compact, aussi serré que le poche, vraiment au format convenu. Nos marges sont courtes, les redevances sont plus faibles, mais on s'attend à ce que le volume du livre compense pour tous ces éléments-là. Oui, c'est la rentabilité, c'est des tirages quand même plutôt élevés. Donc, d'où les difficultés que je pointais en fin d'intervention. C'est-à-dire que voilà, les tirages moyens s'effondrent en poche aussi. Ah oui, c'est clairement. C'est costaud. Du point de vue du libraire, est-ce qu'on pourrait miser plus sur le poche ici? C'est sûr que... Miser. Oui, miser, je sais pas quoi. Mais... Miser, oui, peut-être, mais tout dépendant également, parce qu'on sait que dans notre contexte... produire des livres, imprimer les livres, c'est coûteux et c'est un peu risqué à savoir est-ce que la version format poche va fonctionner et va vendre autant que l'édition originale. Donc, c'est toujours une part de risque de la part de nos éditeurs ici de produire le même titre en format poche alors qu'il est sorti, qu'il a eu un certain succès en grand format. Est-ce qu'on mise sur une sortie format poche? Est-ce que ça va fonctionner? De la part des libraires, c'est clair que si le livre est là, on peut fort bien le proposer, on peut le mettre en évidence. Le risque est du côté de l'éditeur à ce moment-là, à savoir est-ce qu'il va fonctionner. Je suppose que pour des livres qui sont beaucoup à l'étude, par exemple, dans les cégeps et les universités, c'est là qu'est notre bassin. Dans les marchés français comme québécois, là, je pense bien que la prescription, ou en tout cas l'usage de ces livres en milieu scolaire, obligatoire ou pas, là, ou fortement recommandé, c'est ça qui fait vivre le poche. Là. Au Québec, ça ne vit pas avec un grand public. Ben oui, c'est ça. Alors, si je vends, je ne sais pas, la Sagouine ou Michel Tremblay, la grosse femme d'à côté, c'est au scolaire, là, j'en vends plusieurs milliers par année, j'en vends quelques centaines peut-être au grand public.
Ouais, Donc, mais nous savons comment, parce que c'est moins misé que vous ne le pensez, Mike, comment certains livres vont pouvoir avoir une entrée. On sait déjà que certains livres en grand format ont déjà une demande scolaire qui est faible ou qui est récurrente et qui va être encouragée par le fait que le prix de revient, le prix de vente sera beaucoup baissé. Donc, on pourra, en poche déjà dès la première année, suppléer et agrandir le bassin de lecteurs au milieu scolaire d'année en année. Ça, c'est évident. On se fait demander par des professeurs de cégep, allez-vous mettre ce titre en poche? Oui, oui, ça va arriver, ça va. Mais nous savons qu'il est déjà attendu. Mais ce n'est pas le cas de tous les livres, bien sûr. On parlait de 9 mois, le délai légal. Évidemment, ici, j'ai l'impression que le délai est plus long. On parle d'un délai de combien de temps? Pas légalement, mais dans le concret, on parle d'un délai de combien de temps habituellement avant d'aller vers le poche? Vous me demandez à moi. Écoutez, il n'y a pas de délai non, comme tel, mais on attend certainement une année et demie, 18 mois, 24 mois à peu près. On fait rarement en bas de ça, là, à moins qu'il y ait une demande précipitée là, pour un livre qui gagne un prix, le prix des collégiens, par exemple, qui a une forte incidence, vous le savez, en librairie. Donc, autrement, mais on peut aussi dépoussiérer des textes qui viennent de 1940 puis 1936, puis rattraper 30 arpents de Ringuet, qui a été pendant 50 ans chez Flammarion, parce que les droits étaient là. Donc, au moment où il est tombé dans le domaine public, on l'a récupéré. Mais on sait quand même, parce qu'on fréquente les milieux des professeurs de français dans différents congrès, à la QPF ou le professeur de cégep, quelles sont leurs attentes. On ne répond pas à la semaine près, mais on peut y penser. Ça nous ouvre des portes et on dit, ouais, ça, ce livre-là, il y a une chance, là. Parce qu'il est déjà un peu accueilli où il est attendu. Mais quand il est attendu, il n'est pas attendu à 30 000, là, il est attendu à 300, à 500. Puis tranquillement, quand on avait un prix, par exemple, excusez-moi de parler beaucoup, là, mais je vais vous donner un exemple de Confessions animales de Serge Bouchard, qui était un livre qui était aux éditions du Passage, qu'on a repris en BQ. Bon, c'est merveilleuse histoire de Serge Bouchard. C'est deux livres, vous saviez qu'il y avait un coffret et tout, qui se vendait peut-être 80 $, je ne me souviens plus. Quand on les a mis au cégep, on les a proposés au professeur de cégep, la première année, c'était 300. Puis là, on doit être peut-être 1 000 par année. C'est pas beaucoup, mais ça a pris quelques années pour le faire connaître. Alors, donc, on savait que ce livre-là trouverait son public. J'ouvre le plancher. Avez-vous des questions, des commentaires? Je peux juste rajouter que la notion du format poche au Québec est encore un peu récent, mais la particularité, c'est que dans l'édition française, les gens attendent le format poche, tandis que dans l'édition québécoise, les gens demandent de plus en plus le format poche. Et souvent, les gens vont demander quand est-ce qu'il va sortir en format poche, alors que c'est des questions que... Il y a une dizaine d'années, on se faisait très peu demander parce que ce n'était pas une réalité. Alors que du côté de l'édition française, bon, quand est-ce, je vais attendre qu'il sorte en poche, tandis que du côté québécois, on le demande maintenant. Ce que j'ai pu, simplement juste une remarque que j'ai pu observer, mais là vraiment pour simplement des livres qui ont déjà rencontré un fort public, parfois le poche relance le grand format. C'est-à-dire qu'en fait, on achète le poche pour découvrir le texte, on en tombe amoureux et on offre le grand format. Ah, oui. J'ai observé ça sur 170 livres, peut-être à 3 ou 4 reprises, mais enfin, voilà, ça mérite d'être mentionné. Oui, parce que comme ça, ça nous force à tenir nos grands formats constamment en stock, mais ils finissent par s'écouler. Oui, évidemment, mais ce n'est pas le même public. Très lentement, mais ils finissent par. Oui. Parfois. Voilà. On a bizarrement, je me faisais la réflexion pendant la pause tantôt, on n'a comme pas parlé de livres numériques aujourd'hui. C'est quand même... Il y a des choses qui ont changé, hein, parce qu'il y a 5 ans, dans un événement comme ça, on parlait de livres numériques sans arrêt. Mais à cette époque-là, justement, il y a 5 ans, on disait beaucoup que le livre numérique pourrait faire beaucoup de tort aux poches, particulièrement. Ça ne s'est pas matérialisé. Bien, disons qu'en librairie, il y a une demande de livres numériques, mais il y a beaucoup de clients qui peuvent quitter avec 2, 3, 4 livres format poche. Des fois, très souvent, liés avec un grand format, tout ça, mais le livre numérique n'a pas nuit du tout, en tout cas, du moins au format poche. Et je ne crois pas que le livre numérique ait nuit nécessairement au format poche en livre de fond. Il y a pour le libraire encore cette possibilité et ce plaisir-là de proposer le fameux titre qui est là sur la tablette. Mais il n'y a pas toujours une grande économie, excusez moi. Il n'y a pas toujours une grande économie. Je regardais sur Gallimard hier le site, je pense que c'était Le Père Goriot, un livre qu'on a tous lu. Je pense qu'il était à 5,95 €, et puis en numérique, il était à 5,34 €. L'écart n'est pas là, il n'y a pas de justification. L'industrie du livre tire sa rentabilité de la distribution. Est-ce que les distributeurs ont vraiment intérêt à ce que se déploie le livre numérique? En France, non.
En tout cas, moi, voilà, pour dire que je ne suis pas misonéiste, parce que je suis quand même d'une génération qui lit sur papier, hein, clairement, et qui aime feuilleter un livre. Enfin, moi, je lis un livre en commençant par la fin, par le milieu, par le début. Je hume une écriture. Enfin, l'idée d'un menu déroulant, moi, me déprime profondément. Mais bon. Il m'arrive de numériser des titres et je suis toujours restée à 1% des ventes du grand format. Quand je vends 2000 grands formats, je vends 20 exemplaires de numérique, etc. Donc, voilà. Éventuellement, quand je publie un auteur haïtien, comme Yannick Lahens ou comme Louis-Philippe d'Alembert, là, le numérique peut monter à 3%. Parce qu'en effet, il y a une évidente, un désir de lecture outre-Atlantique qui fait que c'est plus facile de télécharger sur une tablette. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, quand j'ai lancé la maison en 2002, en effet, tout le monde annonçait la mort du livre papier. Bon, j'avançais résolument. Moi, j'ai commencé ma vie en étant professeur de lettres classiques et de grec ancien, donc je me suis dit que ça ne me changerait pas beaucoup d'aller vers la difficulté. Et ma foi, je suis toujours là aujourd'hui avec un livre numérique qui a reflué et surtout des discours extrêmement fatigants nous annonçant la mort du livre papier. On a ça derrière nous. Donc je crois qu'il faut juste tenir sur les discours fatigants, sur les vaticinations diverses. Il faut juste tenir sur l'idée qu'il y a encore un noyau dur de lecteurs qui ne sont pas des consommateurs et qui sont des individus comme vous et moi que réunit la lecture et l'amour du livre, ce sont des individus qui ont besoin que leur part humaine soit constituée par la production de sens. C'est quand même un peu à ça que sert, en tout cas, la littérature. Moi, je ne parle pas du livre pratique, du feel-good, de tous les segments marketing que vous voulez, mais je reste confiante dans la clairvoyance et la sagacité du lecteur. Dans la limite, je pense que le numérique peut relancer ou peut alimenter le livre de fond. Souvent, l'espace numérique, c'est un espace d'essai. Les gens vont aller fouiller un peu, vont essayer, vont découvrir un titre et là, vont se retrouver en papier pour lire la suite. Oui. Non, je m'étonnais qu'on n'en ait pas parlé parce que je me disais c'est quand même une façon de rendre le fonds disponible. Oui, ce sont des offres complémentaires. Ce sont des offres absolument complémentaires. Le jour où j'arriverai enfin à faire mon tour du monde en cargo, peut-être que je téléchargerai quelques livres sur une tablette. Oui. Et il y a curieusement une génération également d'écrivains qui... plus jeunes, beaucoup plus jeunes que moi, bien sûr, et qui ont 20-30, et puis qui disent « Monsieur Filon, moi, je ne veux pas mon livre en numérique, ne le faites pas, je ne le veux pas. » Des auteurs, là, des écrivains. Donc, j'ai curieux comme réaction. Autant c'est leur génération, plus jeune que mes enfants, et puis ils ne veulent pas, ils veulent du papier. Donc, je ne dis pas que c'est unanime, mais c'est pas rare que j'entends ça. Donc, même dans les congrès de cégep ou de secondaire, nous ne nous faisons pas demander des livres en numérique. De toute façon, nous n'avons pas les droits. Ce sont les éditeurs originaux qui ont les droits en numérique en général. Donc, c'est pourquoi on ne les fait pas en poche. Et il y a beaucoup de textes. Par exemple, Maria Chapdelaine, qui est du domaine public, vous pouvez le télécharger tant que vous voulez. Je n'ai pas besoin de le mettre à mon catalogue. Il est déjà disponible. De l'importance de produire des objets de qualité. Et on remarque d'ailleurs que les collections de poche font des livres de plus en plus beaux. Oui, avec un soin particulier apporté aux matériaux, des éditions spéciales comme celles que j'ai montrées tout à l'heure, mais pas seulement. Et avec vraiment une qualité d'objet. Parce qu'en effet, si c'est pour avoir un livre moche avec une absence de marge et des caractères complètement recroquevillés sur la page au point qu'on n'arrive même pas à lire tellement on étouffe, c'est pas la peine. Là, je préfère lire sur numérique. Donc je crois que l'arrivée du numérique nous a tous poussés à produire des objets de qualité qui affichent, qui se rendent désirables.